Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de The Wrestling Rankings. Nous sommes aujourd'hui en février 1996. Nous sommes sur la route vers WrestleMania 12 et nous allons donc parler de In Your House 6. In Your House 6, Rage in the Cage, la rage dans la cage. Évidemment, pourquoi? À cause du main event. Alors, comme vous l'avez vu, si vous avez suivi l'épisode sur le Royal Rumble, nous avons toujours Bret Hart en tant que champion de la WWF, puisqu'il a conservé son titre par disqualification au Royal Rumble lorsque Diesel est intervenu dans son combat contre l'Undertaker et a empêché l'Undertaker de devenir champion. Nous avons toujours les Smoking Guns, champions par équipe, puisque ils ont conservé leur ceinture face aux Body Donners au Royal Rumble, et nous avons un nouveau champion intercontinental en la personne de Goldust, qui a mis fin au règne du bad guy Razor Ramon au Royal Rumble grâce à l'intervention du One Two Three Kid. Alors, ce In Your House est un peu particulier. Officiellement, en 96, Internet n'est pas hyper développé, il n'y a pas tout ce qui est newsletter de catch, il n'y a pas les forums, il n'y a pas énormément de forums de catch, il n'y a pas non plus les grands dirt sheets, etc., qui donnent les infos sur Internet. Et donc, de ce fait, on ne le sait pas encore, mais c'est l'un des derniers In Your House où deux grosses superstars, deux des superstars les plus populaires, deux des main eventers de la WWF vont faire des combats en tant que tels. Je parle de Razor Ramon et Big Daddy Cool Diesel. Il faut savoir que Razor Ramon, en février 96, va annoncer à Vince McMahon qu'il va quitter la WWF, puisqu'il a été recruté par la WCW après l'intervention de son meilleur pote, de l'un de ses meilleurs potes, Diamond Dallas Page, qui lui a dit: écoute, on a un nouveau mec à la WCW, il s'appelle Eric Bischoff, le mec est fantastique, et avec l'arrivée de WCW Nitro, la WWF est en train un peu de perdre le contrôle qu'elle a sur sur le catch. Et donc du coup, des superstars commencent à changer. On avait vu en 95 Lex Luger, qui n'était plus à l'époque sous contrat avec la WWF et qui avait du jour au lendemain quitté la fédération pour rejoindre la WCW. On a aussi d'autres personnes, Randy Savage, Hulk Hogan par le passé, mais c'était pas encore, ils n'avaient pas eu vraiment l'impact qu'on pensait qu'ils auraient, et qu'en tout cas l'impact que voulait voir Eric Bischoff et Ted Turner. Et donc ça va continuer. Nitro va commencer à faire des bons résultats face à WWF Raw, et du coup ça va intéresser des superstars et on va avoir un peu de démarchage. Et donc ce pay-per-view, lors de ce mois de février 96, c'est officiellement, entre guillemets, l'annonce, puisqu'à l'époque, dans le monde du catch, la tradition, entre guillemets, voulait que un catcheur annonce son départ 2 mois avant, 6 semaines ou 2 mois avant, je crois, et du coup, pour que la fédération s'organise et puisse finaliser les storylines, entre guillemets, en cours. C'est ce qui va se passer ici. Razor Ramon, en février, va annoncer son départ de la WWF. Quelques semaines plus tard, il sera imité par son meilleur pote, Big Daddy Cool Diesel. C'est donc deux main eventers, l'ancien quadruple champion intercontinental Razor Ramon et un ancien champion de la WWF, Big Daddy Cool Diesel, qui vont quitter la fédération dans les mois à venir. Et donc du coup là, c'est un peu une période de transition, ces pay-per-view, puisque on va le voir, Razor, c'est sa dernière grosse feud sa dernière grosse rivalité à la WWF qui va prendre fin lors de ce In Your House, sa rivalité avec le One Two Three Kid. Et Diesel, c'est son dernier, en fait c'est sa dernière chance pour le titre, même s'il en aura une dernière au mois d'avril, on en reparlera ensuite. Mais entre guillemets, c'est voilà, on pousse Diesel et Razor Ramon un peu en bas de l'échelle, voire vers le milieu de l'échelle, et on fait pousser et on push d'autres gars à la place. Alors c'est un In Your House, donc c'est une carte assez courte. En l'occurrence ici la carte fait 6 matchs. Si je compte dans les 6 matchs le match du free for all, puisque la version que je regarde est un free for all, contient un free for all, pardon. Donc on a 5 matchs dans le pay-per-view pour ceux qui ont regardé juste le pay-per-view. Pour ceux qui ont la version VHS, DVD sortie plus tard, il y aura 6 matchs puisqu'il y aura le match du free for all. Alors la carte, elle est très simple. Dans le free for all, on aura Jake the Snake Roberts qui a fait son retour à la WWF
au Royal Rumble contre Tatanka, qui fait sa dernière apparition en pay-per-view à la WWF dans les années 90, puisque après on ne le verra plus avant, si je ne m'abuse, 2006 à la WWF, puisqu'il va faire son retour, il va faire un retour assez court à SmackDown en 2005-2006. Nous aurons pour le pay-per-view Razor Ramon, je l'ai dit, dans sa dernière rivalité, contre le 1-2-3 Kid dans un Crybaby match. J'expliquerai un peu le principe du match. Hunter Stemsley contre Duke de Domsto Drowsy. Yokozuna contre le British Bulldog. Shawn Michaels contre Owen Hart. Et le vainqueur deviendra challenger numéro 1 au titre de la WWF à WrestleMania 12. C'est-à-dire que si Shawn Michaels gagne, il conserve sa victoire, il conserve son title shot qu'il a remporté en remportant le Royal Rumble. Mais s'il perd, eh ben c'est Owen Hart qui va à WrestleMania. C'est Owen Hart qui ira à WrestleMania. Et enfin le main event, Bret the Hitman Hart contre Big Daddy Cool Diesel dans un Steel Cage match pour le titre de la WWF. C'est le match qui les départagera tous les deux, puisque on le sait, Diesel, lorsqu'il était devenu champion du monde, Diesel avait eu une première occasion de devenir champion du monde face à Bret Hart au King of the Ring 1994, qui s'était soldé sur un match nul par disqualification, puisque Jim Neidhart était intervenu, avait aidé Bret Hart. Diesel avait remporté le match par disqualification. Au Royal Rumble 95, les deux hommes s'en étaient sortis sur un match nul par double disqualification. Et au Survivor Series 95, Bret Hart avait gagné. C'est le match qui va déterminer lequel des deux est le meilleur catcheur. Le pay-per-view débute donc avec le Free for All, Jake the Snake Roberts contre Tatanka. Le match est très court et constitue à peu près 3 moves de la part de Jake the Snake Roberts, c'est-à-dire un clothesline, une tentative de DDT, loupée, une deuxième tentative de DDT, loupée, Tatanka prend l'avantage, tente son finish, le trail send, c'est un Samoan drop, Jake the Snake Roberts s'en sort et porte son DDT pour remporter le match. Vraiment catastrophique comme match. La seule chose qui sauve le match, c'est la popularité de Jake the Snake Roberts, parce qu'il prend une pop monstrueuse, ce qui est assez incroyable, parce qu'on est quand même dans la WWF de 1996. La WWF en 96, c'est beaucoup, les fans sont fans des youngsters. Shawn Michaels, les mecs hyper acrobatiques, Shawn Michaels, Bret Hart, etc. Jake the Snake Roberts, c'est un souvenir des années 80. Et là, c'est un petit peu rigolo parce que Vince McMahon était le premier à se moquer avec quelques vignettes à la WWF à Raw et aussi au Royal Rumble. On a eu une vignette sur le billionnaire Ted, qui était une moquerie de Ted Turner, le gérant de la WCW, en parlant des dinosaures et des fossiles. Randy Savage, Hulk Hogan, Ric Flair, Mean Gene Okerlund, entre guillemets. Même si Ric Flair n'était pas à l'origine un membre de la WWF, Vince McMahon avait très mal vécu les trahisons de Randy Savage, Hulk Hogan et Gene Okerlund, puisque c'est quand même lui qui les a fait pousser dans le monde du catch. Et donc c'est assez rigolo de voir Jake the Snake Roberts qui fait son retour, puisque lui aussi est des années 80, et surtout de le voir aussi populaire que ça. Donc voilà, c'est un match assez court, il a vraiment la popularité de Jake sauve le match, parce que 4 minutes de match, c'est catastrophique pour un pay-per-view. Heureusement que c'est en free for all. On débute le pay-per-view avec Razor Ramon contre le 1-2-3 Kid. C'est un crybaby match. Le principe, c'est très simple. Le vainqueur, le perdant, pardon, finira avec une couche. On lui donnera le biberon et on lui mettra du talc. Merci la WWF, merci 1996. Le match est plutôt sympa. Le 1-2-3 Kid, comme d'habitude, a une activité assez débordante dans le ring. Bon, il y a quelques loupés dans le match qui descendent un peu la qualité. Mais à côté de ça, voilà, le match est sympa. À la fin du match, Ted DiBiase va intervenir une première fois et aveugler Ramon, ce qui va permettre au Kid de prendre l'avantage. Ensuite, ça va se retourner contre lui puisqu'il va tenter d'intervenir une deuxième fois, mais là, Razor va balancer la poudre au visage du 1-2-3 Kid et lui porter un premier Razor's Edge. On va penser que c'est fini, mais Ramon va relever le 1-2-3 Kid, va porter un deuxième Razor's Edge et faire le compte de 3. Et donc après le combat, il va mettre une couche, donner le biberon, mettre du talc.
au One, Two, Three Kid. C'est donc, comme je disais, la dernière grosse rivalité de Razor Ramon à la WWF. Euh, Puisqu'il va annoncer, puisque à ce moment-là, je ne sais pas s'il l'a déjà annoncé ou s'il va l'annoncer dans les quelques jours qui suivent, son départ pour la WCW. Suite à ça, il était censé affronter Goldust à WrestleMania 12 dans un Miami Street Fight, puisque Razor Ramon est supposé être originaire de Miami et que le pay-per-view a lieu à Anaheim. Alors, j'ai jamais compris le principe, puisque Miami c'est en Floride, Anaheim c'est en Californie, la WWF à l'époque. Sauf que suite à son annonce, Razor Ramon va être suspendu pendant 6 semaines, pendant 6 semaines, pour un contrôle positif à la marijuana. Bon. On sait très bien que Vince McMahon l'a fait pour l'empêcher d'être présent à WrestleMania et l'empêcher de toucher un dernier gros chèque. Il va revenir à Razor Ramon avant de partir à WCW. Il aura une rivalité il aura un match contre Big Van Vader à Inner House 7, mais ensuite il quittera la fédération. Et j'en ai pas parlé parce que c'était beaucoup moins important, c'était pas une grosse star, un main eventer ou autre, mais c'est aussi le dernier pay-per-view à la WWF du One, Two, Three Kid avant son retour en 98 en tant que X-Pac, puisque lui aussi va quitter la WWF et rejoindre la WCW d'ici la fin de l'année 96. C'est assez incroyable parce que la clique entière aura quasiment disparu en l'espace de quelques mois. La clique, c'est qui? C'est Shawn Michaels, Big Daddy Cool Diesel, Scott Hall, le One, Two, Three Kid et Hunter Stemsley. Et en l'espace de 3 mois, la clique va perdre 60% de son effectif, puisque Hall va faire ses débuts à la WCW en mai, Nash va faire ses débuts à la WCW fin mai, début juin, et Six, X-Pac, et le One, Two, Three Kid, qui deviendra Six puis X-Pac, va faire ses débuts à la WCW aux alentours du mois de septembre, je crois, en août-septembre. Donc c'est assez incroyable de s'imaginer que ça a été si vite pour la clique. Le deuxième combat, c'est Hunter Stemsley contre Duke de Domsto Drowsy. La rivalité, elle est très simple. Au Royal Rumble, Hemsley avait battu Drowsy dans le free-for-all pour devenir numéro 30, sauf qu'après, on a vu que c'était en utilisant une arme, un point américain, et donc du coup, la décision avait été renversée. Ça n'avait pas plu à Hemsley, qui évidemment avait pété un câble. Il avait quand même réussi à aller loin dans le Rumble, mais pas le remporter. Une semaine plus tard, aux Superstars, Duke de Domsto Drowsy s'apprêtait à affronter quelqu'un. Hunter Stemsley l'a attaqué par derrière avec sa poubelle, l'a assommé et lui a coupé les cheveux. Donc la rivalité est hyper personnelle. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié au début du combat. Le combat est bon. J'ai apprécié le début de combat parce qu'on voit tout de suite que Duke de Domsto Drowsy et Hunter Stemsley sont dans le côté personnel de la bagarre, puisqu'ils s'affrontent tous les deux, etc. Ils se bagarrent direct, il n'y a pas de prise. On n'essaye pas de prise de catch au départ. On se fout des. Voilà, on se donne des baffes, des coups de poing, etc. Malheureusement, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que quelques minutes plus tard, Drowsy va prendre l'avantage et au lieu de continuer l'assaut, il va commencer à célébrer et faire le mec populaire auprès des fans. C'est totalement ce qu'il ne faut pas faire dans une rivalité personnelle. Dans une rivalité personnelle, on s'en fout des fans. On est là pour démolir la personne en face de soi. Et là, c'est dommage parce que du coup, ça change le côté final du combat. Ça va se reprendre à la fin puisque Duke va porter son finish, le Trash Compactor, qui est un Tilt the World, je crois que c'était en Power Slam, Tilt the World Power Slam. Mais au lieu de faire le tomber, ce qu'on aurait pu croire être intéressant, il va aller chercher sa poubelle pour attaquer Hemsley avec. Donc ça fait penser à une rivalité personnelle. Malheureusement pour lui, l'arbitre va l'empêcher de le faire et Hemsley va utiliser le couvercle de poubelle pour assommer Drowsy, sauf que en voulant être discret et ne pas être vu par l'arbitre, le couvercle va atterrir sur l'arbitre. Et l'arbitre va rien comprendre. C'est dommage, ça gâche un peu le plaisir du combat. Hemsley va ensuite porter le pedigree et remporter le combat. Restant invaincu à la WWF en match solo en pay-per-view. Il n'a jamais perdu. La seule défaite qu'il a eue en pay-per-view en match par pinfall, c'était au Survivor Series quand il était dans l'équipe de King Mabel face à l'équipe du Darkseid où il avait pris le compte de 3 par l'Undertaker après un chokeslam. On enchaîne avec Yokozuna contre le British Bulldog. C'est la fin de Yokozuna en tant que heel, lui qui n'a jamais été autre chose que heel à la WWF. Ça c'est suite au Royal Rumble où Yokozuna et Vader se sont attaqués.
Quand Jim Cornette a tenté de renouer les liens avec tout le monde en disant Yoko, tu vas faire équipe avec le British Bulldog pour affronter Diesel et Shawn Michaels à Raw. Manque de bol, Yoko et le British Bulldog vont perdre par décompte à l'extérieur du ring. Après que Michaels ait porté un switching music à Yokozuna qui est tombé à l'extérieur du ring, durant le combat, le British Bulldog va quand même porter une leg drop involontaire à Yokozuna. Après le combat, Jim Cornette va complètement se moquer de Yokozuna, l'insulter, etc. Ce qui va du coup faire péter un câble à Yokozuna, qui va s'attaquer à Cornette, et du coup il va se faire attaquer par le Bulldog et Owen Hart. Et donc, on a ce combat Yokozuna contre le British Bulldog. Yokozuna est beaucoup plus... c'est fou ce qu'un babyface turn peut faire pour un mec comme Yokozuna. Parce que vraiment, ce côté babyface, il a un fire incroyable dans le ring. Et du coup, il va être beaucoup plus intéressant. À la fin du combat, Yokozuna va être prêt à porter son banzai drop sur le British Bulldog. Jim Cornette va intervenir et porter des coups de raquette à Yokozuna. Et Vader, qui était suspendu par la WWF, mais dont on avait appris dans le Free for All que la suspension avait été retirée suite à l'intervention de l'avocat de Jim Cornette, Clarence Mason, va intervenir et Vader et British Bulldog vont attaquer Yokozuna à deux. Ce que j'apprécie aussi, c'est que Yokozuna, qui pendant des années était un heel et s'est attaqué à tout le monde, ne va pas avoir d'allié du coup. On aurait pu croire que tout de suite des babyface, Michaels, Bret Hart, etc. allaient intervenir, mais non, Yokozuna se retrouve tout seul. Et il va se faire démolir, il va quand même réussir à s'en sortir. Oui, Vader va menotter Yokozuna au ring, le Bulldog, Jim Cornette et Vader vont l'attaquer, et on va s'en sortir donc avec un Yokozuna qui a attaqué. On enchaîne avec Owen Hart contre Shawn Michaels pour le title shot de Shawn Michaels à WrestleMania. Très très bon combat entre les deux. Ça me ferait presque regretter vraiment, encore une fois, je l'ai déjà dit en 95, mais Owen Hart, c'est probablement, avec Eddie Guerrero, Owen Hart est probablement la superstar qui, pour laquelle pour moi on peut avoir le plus de regrets sur le fait qu'elle ne soit pas encore parmi nous de nos jours. Owen Hart et Eddie Guerrero, s'ils avaient la chance d'être encore parmi nous de nos jours, seraient de fantastiques coachs pour nos superstars actuels. Le combat est excellent, il n'y a rien à dire. J'ai juste la fin qui m'a un peu déçu. On nous a évidemment toute la construction de cette rivalité vient du fait que Owen Hart a pris crédit pour le fait qu'il ait démoli Michaels avec son Inzugiri et qui avait soi-disant causé le collapse de Michaels à Raw et l'absence de Michaels pendant plus de 2 mois à la WWF, avant son retour au Royal Rumble. Owen va porter cet Inzugiri pendant le combat. Michaels va tomber à l'extérieur du ring et Owen Hart va aller chercher Michaels à l'extérieur du ring. Alors je comprends, Vince McMahon le dit lui-même, Owen veut absolument battre Shawn Michaels, Owen veut gagner le combat par tomber, mais il y a un title shot. Il y a un title shot en jeu. Michaels, s'il ne se serait pas réveillé, tu gagnes par décompte à l'extérieur du ring, le title shot il est à toi. C'est pas un titre. C'est le petit détail qui m'a dérangé. Je pense qu'Owen Hart aurait dû tenter le count-out. Michaels aurait pu s'en sortir, rentrer à la 9,5 et on aurait eu un climax monstrueux de la part des fans. La fin du combat, Michaels va reprendre le dessus, porter toute sa panoplie de prises, c'est-à-dire le flying forearm, le body slam, le flying elbow. Il va tenter le switching music, Owen va esquiver, va tenter l'Inzugiri, Michaels va esquiver, porter le switching music pour la victoire. Michaels part à WrestleMania. Du coup, entre les deux, entre la fin du combat Michaels Owen Hart et le début du combat Bret Hart et Diesel, il faut construire la cage, puisqu'à l'époque c'est encore les cages bleues à barreaux, et donc elles ne sont pas au-dessus du ring, elles sont fixées mur par mur au ring. Et donc du coup, pendant ce temps-là, on a l'intervention du président par intérim de la WWF, le seul et unique Roddy Piper, qui va nous annoncer quelques petites choses. D'abord, à WrestleMania, Shawn Michaels affrontera soit Bret Hart, soit Diesel, et il n'arrêtera le combat pour rien, puisqu'il faudra avoir un vainqueur. Il insiste sur le fait qu'il y aura un vainqueur et un vrai vainqueur. Il annonce également qu'à WrestleMania, Yokozuna affrontera Vader 1 contre 1. Jim Cornette va intervenir
en disant non, Yokozuna Vader, tu crois que Vader a peur de Yokozuna, tu crois que moi j'ai peur de Yokozuna, etc. Et Roddy Piper va lui dire, eh ben c'est simple Cornette, si t'as pas peur de Yokozuna, bon courage, parce que si Vader perd à WrestleMania, tu affronteras Yokozuna dans le ring. On arrive donc au main event, Bret Hart vs Big Daddy Cold Diesel dans un Steel Cage match. Le match est moins bon que les précédents. En tout cas, les deux précédents de 95 sont meilleurs. Pourquoi ? Ça joue beaucoup sur le fait que ce soit un Steel Cage match. Les Steel Cage match, ce sont des matchs qui doivent terminer des rivalités, donc c'est intéressant de les avoir en fin de rivalité. Donc là c'est justifié pour ce combat. Surtout que dans les combats précédents, on a quand même eu des interventions au King of the Ring 94 et au Royal Rumble 95, donc je comprends le principe. Et on a aussi le fait que l'Undertaker a clairement dit que Diesel ne serait jamais champion du monde tant qu'il serait là, donc je comprends le principe. Mais les Steel Cage match, ça peut être très lassant. Il y a un truc aussi qui m'a marqué. On nous vend le Steel Cage match. On nous vendait à l'époque et encore maintenant le Steel Cage match comme un 15-foot high Steel Cage. Alors peut-être que maintenant c'est le cas, mais à l'époque c'était pas le cas parce que Diesel ça voudrait dire qu'il fait 15 foot puisque il est dans le ring, les pieds sur le ring et il s'accroche au barreau supérieur. Ça peut pas être 15 foot. Ça voudrait dire que Diesel fait 15 foot. Il est déjà à 7 foot je crois, mais 15 c'est beaucoup. Le match est pas mauvais, attention, hein, je dis pas que le match est mauvais, mais le match est forcément ralenti et moins performant du fait de la cage. Les deux hommes font quand même un très bon combat. Le finish va voir Diesel tenter de sortir par la porte. Le ring va s'ouvrir et l'Undertaker va intervenir. Il va prendre Diesel pour le mettre en dessous du ring avec lui. Bret Hart va sortir par-dessus la troisième barre, par-dessus la cage et conserver son titre. C'est donc officiel, Bret Hart contre Shawn Michaels à WrestleMania pour le titre de la WWF. Un rare babyface contre babyface à WrestleMania. Ce n'était pas arrivé à WrestleMania depuis WrestleMania 6 où l'Ultimate Warrior avait affronté Hulk Hogan pour les deux ceintures, le titre intercontinental de la WWF. Après le combat, l'Undertaker et Diesel vont ressortir de dessous du ring. Diesel va s'échapper par-dessus la cage, et l'Undertaker va rester là. On va avoir le droit à un In Your House extra juste après, Roddy Piper qui va annoncer officiellement Bret Hart et Shawn Michaels et qui va surtout affronter Undertaker contre Big Daddy Cold Diesel à WrestleMania, qui sera donc le prochain pay-per-view. Donc voilà, le pay-per-view n'est pas mauvais au demeurant, c'est un bon In Your House, il est sauvé quand même par le combat Owen Hart, Shawn Michaels et aussi par le combat Bret Hart Diesel qui rapporte pas mal de points à eux tout seuls parce que le reste de la carte est quand même moyenne. Et surtout, on va se donner rendez-vous dans quelques semaines à WrestleMania pour le pay-per-view, avec quand même une carte qui semble belle pour commencer. Shawn Michaels, Bret Hart pour le titre de la WWF, Big Daddy Cold Diesel, Undertaker et Vader Yokozuna. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Wrestling Rankings. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et à la chaîne YouTube et à la chaîne TikTok, dans laquelle vous avez les résultats des pay-per-view. D'ailleurs, In Your House 6 devrait popper là d'ici demain. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et je vous dis prenez soin de vous et à ciao, bon dimanche.